Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi préalablement de remercier Édouard Barre et à travers lui le Collège de France pour cette invitation à communiquer à la fois sur l'histoire du climat, mais plus encore sur mon maître, Emmanuel Leroy-Ladurie. Emmanuel donc, est, comme vous le savez, un très grand historien, et notamment un historien du climat, raison pour laquelle je vais essayer de vous expliquer un petit peu son parcours, son cheminement, même si Édouard Barre a déjà un peu défloré cet itinéraire vers l'histoire du climat et de manière plus globale vers la recherche climatique. Et pour cela, donc, voilà. Oui, très bien. Je vais successivement aborder la question, alors les questions plutôt, qui correspondent un petit peu au cahier des charges au moment où Édouard Barre m'a proposé de participer à cette manifestation. La première étant celle du rôle d'Emmanuel Leroy-Ladurie dans ce qu'on appelle, nous les historiens, l'invention de l'histoire du climat. Puis de voir un petit peu plus près, d'un peu plus près, les traces du passé, ou plutôt les documents, le matériel qui a pu nous être transmis depuis plusieurs siècles et que nous exploitons, nous les historiens, aujourd'hui, que ce soit au plan national ou international. Nous interrogerons également sur les espoirs, les horizons, mais aussi les limites propres à cette histoire du climat. Et même en abordant les limites, elles permettront de souligner l'importance de l'interdisciplinarité, car travailler en interdisciplinarité pour un historien, c'est la certitude de pouvoir aller au-delà du seul contenu de ses sources. Enfin, nous verrons un petit peu ces aspects à la fois interdisciplinaires et internationaux, c'est-à-dire plutôt les horizons qui aujourd'hui peuvent apporter une certaine légitimité au domaine de l'histoire du climat. Commençons, si vous le voulez bien, par le parcours d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Alors, cette fibre climatique, si tant est qu'on puisse parler de fibre climatique, et là je fais appel aux échanges que nous avons pu avoir, puisque nous sommes rencontrés autour de l'année 2005-2006, période à partir de laquelle je voyais très très régulièrement Emmanuel Leroy-Ladurie qui m'offrait tout simplement le gîte et le couvert lors de mes missions en région parisienne. Donc Emmanuel insistait sur un point, à savoir que ses origines rurales, donc il est originaire de Normandie, sa famille est une famille aristocratique qui possédait donc un domaine foncier très important, et cet environnement campagnard, selon lui, avait déterminé cette fibre climatique dès sa plus tendre enfance, dirais-je, puisque son père, très régulièrement, faisait allusion au problème de la soudure, un terme propre aux historiens qui désigne cette période très difficile, redoutée dans les sociétés d'Ancien Régime, à savoir le moment où on épuise la récolte précédente et qu'on espère une récolte suivante abondante. Ce qu'on appelle la soudure, et qui souvent suscitait énormément d'inquiétudes et parfois de crise, au sens de crise de subsistance parmi ces populations tant rurales que citadines. Première chose, et vous serez peut-être surpris d'apprendre, ce parcours vers le climat n'est en aucun cas linéaire. À l'origine, Emmanuel Leroy-Ladurie est davantage un historien de l'histoire rurale. D'ailleurs, sa chaire au Collège de France concernait donc ce qu'on appelle l'histoire moderne et plus particulièrement l'histoire rurale. Cette vocation, en tout cas ce titre officiel d'historien ruraliste, devait beaucoup à son travail de thèse, Les paysans de Languedoc, entrepris à compter de la fin des années 1950. Il avait été muté donc, après ses concours dans un lycée à Montpellier et il s'était lancé dans une étude du monde rural languedocien à l'époque moderne. Néanmoins, ces dépouillements, le dépouillement désignant pour un historien le fait d'étudier, d'analyser et d'interpréter des archives, ces dépouillements donc lui avaient fait prêter une attention toute particulière aux aspects météorologiques, puisque ces archives concernant les paysanneries languedociennes très régulièrement faisaient allusion, bien évidemment, aux orages, aux coups de froid ou encore aux sécheresses.
Bref, à la toute origine, Emmanuel Laurent-Ladurie n'est pas un historien du climat, mais plutôt un spécialiste de l'histoire rurale. Et la voie royale du Collège de France pour lui fut celle donc, je le répète, d'un profil d'historien moderniste de bon teint en quelque sorte, et une période au cours de laquelle finalement il a très peu poussé au développement des recherches climatiques pour des raisons diverses que nous allons aborder successivement. Mais à partir de 1973, d'ailleurs, sa leçon inaugurale parle de tout sauf de climat. Néanmoins, tout au long de cette période, comprise grosso modo entre les années 1960 et 2000, il réalisera ce que j'appelle moi quelques pauses climatiques, c'est-à-dire quelques contributions dans des revues françaises d'histoire traitant de l'affaire climatique, de crise, etc. Un événement jouera un rôle essentiel dans sa conversion ultérieure et définitive à l'histoire du climat. C'est sans conteste ce grand colloque qui fut organisé en 1962 à Aspen, dans le Colorado, où Emmanuel rencontra, je dirais, tout le Gotha de la paléoclimatologie, qu'il s'agisse d'androchronologues, de palynologues, de phénologues, etc. Et ce fut vraiment pour Emmanuel une opportunité et une aubaine, puisqu'en très peu de temps, il accumula de l'information un petit peu tous azimuts, information que l'on retrouve d'ailleurs dans son ouvrage qui fera date, L'histoire du climat depuis l'an 1000, et dans lequel finalement on retrouve les contributions de tous les interlocuteurs qu'il avait pu rencontrer lors de cette conférence d'Aspen. Néanmoins, cette thèse, l'histoire du climat depuis l'an 1000, n'était que sa thèse secondaire. Elle passa donc très rapidement à la trappe, elle comptait très peu à cette époque dans les cursus universitaires. Nonobstant, il donnait une nouvelle publicité à un thème déjà développé depuis quelques années, à savoir la notion de petit âge glaciaire, qui a été mise en valeur par son maître, Fernand Braudel, des années 1950 à peu près, qui lui-même s'appuyait sur un topographe américain, Mars, qui avait parlé, ou en tout cas qui évoquait pour la première fois ce phénomène de refroidissement du climat à l'échelle mondiale à compter des XIIe, XIIIe siècles. À cette époque encore, les limites fixées au petit âge glaciaire étaient encore relativement vagues. Emmanuel va consacrer la notion de petit âge glaciaire et surtout va consacrer une nouvelle méthodologie, construire une méthodologie véritablement. Édouard Bahr y a fait allusion en s'appuyant sur la phénologie, mais aussi sur des archives écrites, notamment les archives de Chamonix, lorsqu'il s'est lancé dans l'étude de l'évolution des glaciers. Il faut savoir qu'il doublait ça de visites de terrain. J'avais la chance d'échanger très régulièrement avec son épouse, Madeleine Laurent-Ladurie, qui se rappelait parfaitement ses ascensions dans la montagne pour récupérer, comme elle disait, des bouts de bois qu'il faisait ensuite analyser par des dendrochronologues à cette époque, notamment des dendrochronologues qui, à l'époque, étaient situés au Muséum d'histoire naturelle. Alors, sur quoi s'appuyait Emmanuel? J'ai un petit peu défloré le sujet. C'est essentiellement, en ce qui concerne les fondamentaux laduriens, la phénologie. Alors, quel type de sources en phénologie? Prioritairement les bancs de vendange. Donc, les bancs de vendange, pour mémoire, sont les dates auxquelles les autorités, qui peuvent être religieuses, laïques, etc., fixaient le début des vendanges. Ensuite, Emmanuel s'intéressait à d'autres sources phénologiques que nous avons ultérieurement tenté de valoriser aussi, extraites des mercuriales qui étaient les registres citadins dans lesquels on consignait les prix des denrées, et notamment des grains, etc. Vous avez ici 2-3 petits documents qui sont donc des prises de notes d'Emmanuel Laurent-Ladurie, qui m'a remise quelques années après notre rencontre, et qui concernent cette fois-ci les dates de récolte des olives. Documents, ou en tout cas données, collectés dans les fonds méridionaux. Tout ça pour vous dire donc que le fonds de commerce, en quelque sorte, si je peux me permettre d'utiliser cette expression, fonds de commerce d'Emmanuel Laurent-Ladurie, était avant tout fondé sur ces données phénologiques, confortées ensuite par des séries longues de température, là encore évoquées par Édouard Bahr, notamment les séries de Manley, de Lamb, etc.
Donc, il partait du principe que les deux données pouvaient être croisées, comparées, etc., pour reconstruire des séries longues. En clair, Emmanuel Laurent-Ladurie préconisait une histoire interdisciplinaire et très quantitative. Pour l'anecdote, vous avez le verso de ces petits papiers de récolte des olives et qui vous montre aussi qu'Emmanuel était en même temps un homme très très engagé politiquement, puisqu'il s'agit de prospectus du Parti communiste, de la CGT qui font allusion au mouvement contre la guerre d'Algérie. Bref, sur le plan historique, le recto comme le verso intéresse l'historien. Alors ce travail était novateur, je dirais même révolutionnaire. Il s'appuyait sur des grands ancêtres, Charles Alfred Angot, un homonyme, Marcel Garnier, donc tous des individus qui étaient des scientifiques que je qualifierais de durs dans le cadre de cette, ces appellations un petit peu très discutables entre sciences dures et sciences molles, les lettres et les historiens en particulier faisant partie des sciences molles, et aussi par l'usage de séries construites par des anglo-saxons, notamment Gordon Manley. Pour faire simple, Emmanuel Laurent-Ladurie est bien un historien du climat, mais un historien de l'histoire du climat inscrit dans la longue durée. J'entends par là qu'il s'intéressera peu, et ce sera parfois pas une pomme de discorde, mais l'objet de discussion entre nous, il s'intéressait peu aux phénomènes extrêmes, ce que les sociétés appellent aussi les catastrophes. En termes d'accueil, au niveau national, l'accueil de cette histoire du climat depuis l'an 1000 fut réceptionné avec, dans certains cas, froideur, voire même opposition. La communauté des historiens français ne voyait pas spécialement l'intérêt d'une telle recherche, d'autant plus qu'elle impliquait un recours massif à la statistique, à une époque même où l'école historique française, on se situe dans les années 70, mais surtout 80, abandonnait la tradition de l'école des annales pour se concentrer sur ce qu'on appelait la nouvelle histoire, davantage intéressée par des épiphénomènes historiques, par des parcours personnels, etc. Bref, en faisant de l'histoire du climat, Emmanuel Laurent-Ladurie se mettait un petit peu en porte-à-faux avec les nouvelles tendances de l'école historique française. De fait, il a connu parfois des périodes difficiles qui expliquent que sa productivité en matière d'histoire du climat sera finalement relativement tardive. A contrario, à l'étranger, ce fut l'enthousiasme total. L'histoire du climat depuis l'an 1000 fut très bien reçue. Immédiatement, elle fit l'objet de nombreux comptes rendus dans les revues de langue anglaise. Et dès 1971, alors que l'ouvrage paraissait en 1967 en français, dès 1971, l'ouvrage était traduit en anglais et même en russe grâce à un grand historien soviétique, Goumilev, qui considérait donc qu'il était prioritaire de porter à la connaissance des mondes communistes, du bloc de l'Est si vous préférez, les acquis de cette histoire du climat telle que Emmanuel Laurent-Ladurie la concevait. C'est important, c'est vraiment une période charnière, la fin des années 60-70, Emmanuel Laurent-Ladurie apparaît bien comme le maître à penser d'une histoire du climat à l'échelle internationale. Tel, je le répète, n'était pas le cas dans notre pays. Et pour preuve de cette frilosité en France, quand vous regardez la bibliographie d'Emmanuel Laurent-Ladurie, entre la parution de l'histoire du climat depuis l'an 1000 et les grandes sommes parues chez Fayard, donc sous la forme de plusieurs volumes, pas moins d'une petite quarantaine d'années se seront écoulées. Une période de temps qui vous montre bien qu'Emmanuel Laurent-Ladurie a longtemps hésité à se révéler comme historien du climat. Que se passait-il donc en France ? Eh bien, cette histoire n'était pas prise au sérieux. On lui a parlé, et là je le cite dans le texte, on lui a parlé bien souvent de fausses sciences. Des collègues peu charitables lui demandaient de leur faire un petit réchauffement climatique constitué dans les années 80. Les années 80 étaient marquées par un refroidissement. Et donc, ses collègues historiens le chahutaient très régulièrement en lui demandant de réchauffer les températures. Autre difficulté, ou plutôt autre handicap majeur de cette histoire du climat, c'était ce que j'appelle moi la macule de l'interdisciplinarité, puisque l'histoire
promu par Emmanuel Ladurie, impliquait une collaboration étroite, des échanges soutenus avec les tenants des sciences exactes. En particulier, bien évidemment, les climatologues, mais pas seulement, et la pratique d'une histoire sérielle qui, comme vous le savez désormais, déclinait à la même époque. Cela explique probablement que parmi les rares thèses qu'Emmanuel Ladurie ait soutenues, aucune ne portait sur un sujet climatique. Aucune. En revanche, à l'étranger, notamment en Europe, de nouvelles écoles d'histoire climatique se sont bâties dans le sillage du travail d'Emmanuel Ladurie et se revendiquant de son œuvre. Elles ont été citées précédemment, l'école d'East Anglia à Norwich, l'école bernoise et, plus tardive peut-être, l'école pragoise autour de Rudolf Brasdil. Quant à la consécration par ses collègues étrangers, elle n'intervint qu'en 2005, à l'occasion d'un numéro spécial de la revue Climate Change, qui expliquait que cette histoire, on parle de climatologie historique, c'est un sujet de débat énorme parmi les historiens français, moi je parlerai davantage d'histoire climatique, toujours est-il que les auteurs de ce numéro spécial considéraient que la climatologie historique en Europe devait beaucoup, sinon tout, à Emmanuel Ladurie. Ce que j'appelle, moi, la libération et l'épanouissement climatique n'interviendra qu'au début des années 2000. À la faveur de quoi? Eh bien, d'un projet. Et c'est ce projet qui m'a permis de débuter cette aventure en matière d'histoire du climat et dans le domaine de l'interdisciplinarité, notamment avec des climatologues. Ce fut une ANR, l'ANR Ophélie, à laquelle Emmanuel avait été associé par les chercheurs du LSE à cette époque, et qui a vraiment été un tournant pour lui. Il a considéré qu'à partir de cette époque, il pouvait révéler son, permettez-moi là une expression, son addiction à la chose climatique. Et c'est ainsi que débuta cette aventure qui n'a cessé jusqu'à sa disparition dans une perspective interdisciplinaire et internationale. Ce fut aussi ces années 2000, en même temps qu'il dévoilait ses batteries climatiques, une période de polémique, il faut le savoir, polémique liée à ses rencontres très régulières avec Claude Allègre, dans le cadre des réunions de l'Académie des sciences, et qui à chaque fois suscitait énormément d'émotions chez Emmanuel quand on se retrouvait, parce que les échanges étaient parfois très rugueux, sinon brutaux. Alors, qu'utilise l'historien? Là encore, vous avez eu un petit aperçu dans l'exposé d'Édouard Barr. L'historien, comme son nom l'indique, travaille sur la période historique, autrement dit, la période au cours de laquelle on utilise l'écriture pour produire des informations sur le passé. Au passage, ce cliché, je l'ai choisi parce qu'il vous montre qu'on travaille sur un matériel extrêmement périssable. Et le paradoxe veut que ce matériel périssable soit d'autant plus périssable que l'on se rapproche des temps contemporains. Je m'explique. Il est plus facile, on a plus de chances d'étudier un support durable, de bonne qualité, en travaillant sur des périodes comprises entre les XIIIe et XVIIIe siècles, que pour la période comprise entre le XIXe et XXe siècle, tout simplement en raison de la dégradation de la qualité des supports. Avant le début du XXe siècle, on travaille, ces supports sont composés au choix de parchemin ou de papier chiffon, un matériau extrêmement résilient qui traverse les siècles sans difficulté. À l'opposé, les nouveaux papiers, donc qui recourent à des procédés chimiques à compter des années 1850-80, traversent, eux, très très mal les siècles, et bien souvent, lorsque nous consultons ces archives, nous contribuons à la dégradation des documents en question. C'est ce que vous voyez ici sur les documents qui se rapportent au cyclone dans l'océan Indien. Alors, qu'en est-il de ce matériel? Premièrement, notre matériel, vous l'avez compris, des sources plutôt écrites, mais pas seulement, non pour raison d'être que l'impact des événements climatiques. En clair, elles signalent la signature sociale d'un événement climatique.
Si cet événement climatique n'a pas d'impact socio-économique, il n'y a pas d'archives, il n'y a donc pas d'opportunité pour l'historien à étudier cette histoire du passé. Alors, quels sont les principaux gisements? Alors, la tactique, c'est celle du chasseur-cueilleur, c'est l'expression que j'utilise avec mes étudiants, c'est-à-dire qu'on est opportuniste, on ratisse très très large, on a un corpus qui souvent donne le tournis. J'en veux pour preuve donc, ce petit organigramme. On va aller piocher massivement en histoire rurale, et là on ne fait que renouveler la pratique d'Emmanuel Laurent-Ladurie, mais on exploitera aussi des filons, parce que ce sont de véritables filons, qui relèvent du domaine de l'histoire des cultures, mentalités et sciences, en particulier la veine religieuse, les documents privés, ce qu'on appelle nous, historiens, les égo-documents, les archives scientifiques, elles existent, et elles débutent dès le XVIe, XVIIe siècle à peu près, la presse, à compter du XVIIIe siècle, et enfin, un gisement inépuisable, ce que j'appelle l'histoire institutionnelle, tout ce qui a été produit par les organisations, qu'elles soient religieuses ou laïques, et à vocation administrative. Alors, la phénologie, je passerai très rapidement, vous savez désormais beaucoup de choses. Alors, je suis désolé, les caractères, c'est réapparu, oui, bon, peu importe. La taille de caractère a été réduite, apparemment, au moment de l'installation. Bref, ce sont ce qu'on appelle les classiques laduriens. Vous avez des extraits d'archives qui vous montrent un petit peu ce que l'on peut extraire de ces documents. Vous avez plusieurs bandes vendanges. Au bas, vous avez un document plus ancien, donc britannique, de 1323. C'est un registre religieux d'un évêché qui évoque les dates donc, de récolte du blé, le début et la fin, ce qui permet à l'historien d'avoir une idée de la durée et d'en déduire l'état ou le stade de maturité du grain. Toujours dans le domaine religieux, une source très très appréciable, ce qu'on appelle les registres paroissiaux. Alors, en quoi sont-ils utiles? Ils permettent, premièrement, de mesurer l'impact démographique d'un événement climatique. Édouard Bahr a parlé d'un certain nombre de crises climatiques. Eh bien, cette crise climatique, elle est traduite dans l'inflation, par exemple, des décès contenus dans ces registres paroissiaux. Vous avez ici des extraits de registres paroissiaux de ce qu'on appelle en français l'Église anglicane. Alors, elle a l'avantage pour les historiens d'être très très rigoureuse sur le plan bureaucratique et d'être très précise puisqu'elle indique successivement le nom de famille, le sexe, l'âge, etc. Ce qui permet de réaliser des approches dans le contexte d'une crise climatique, des approches extrêmement fines sur le profil des victimes de tel ou tel type d'événement. Deuxième exemple aussi, et qui montre l'intérêt de ces registres paroissiaux, c'est un extrait de registre paroissial allemand, celui-ci, celui du bas, et qui là évoque, et ça arrivait très régulièrement, que les prêtres, les pasteurs se lancent dans un récit très détaillé d'un événement climatique. On a beaucoup de témoignages de ce type, par exemple, dans, pour la crise de l'hiver, du grand hiver 1709. Enfin, une source qui vous fera peut-être sourire, mais dont certains de mes collègues, et je pense en particulier à un collègue espagnol, Mariano Barrientos, ont fait leur chou gras, sont les processions religieuses. Alors là, c'est un marqueur catholique, mais c'est un marqueur qui est intéressant parce qu'il est internationalement pratiqué. En clair, tous les pays catholiques, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique, voire même en Asie, parce qu'on a des communautés catholiques en Asie dès le XVIe siècle, avec l'installation des jésuites en Chine, au Japon, etc., ces processions, pour partie, sont consacrées à des crises climatiques. De quoi s'agit-il? Eh bien, on considère que l'événement climatique néfaste est une manifestation de l'iradéi, de la colère de Dieu. On doit donc entreprendre une forme de pénitence, de rachat de ces fautes, qui passe notamment par la procession. Et l'intérêt pour nous, historiens, de la procession, c'est que c'est une procédure administrative qui va faire l'objet d'un enregistrement décrivant l'organisation, le début de la procession, la cause de la procession et surtout la durée de la ou des processions. Si l'événement climatique dure, on fera des processions jusqu'à ce que l'événement s'achève. C'est donc un indicateur objectif
de la durée d'un événement. Vous avez ici un extrait exploité dans les archives de l'évêché de Salamanque et qui nous explique, donc qu'on a décidé, en raison donc de la sécheresse, besoin d'eau, dit-on dans l'extrait, etc., d'organiser une procession en l'honneur de Notre-Dame des Végas. Deuxième exemple de procession, très connu à Paris. On maniait la procession très très facilement en l'honneur de Sainte-Geneviève et en cas de crise climatique majeure, en l'honneur de Saint-Marcel. Vous avez ici une gravure qui vous montre cette procession convergeant vers Notre-Dame de Paris. Alors, le phénomène n'est pas un épiphénomène. Je vous le répète, j'ai un collègue là, de Barcelone, Mariano Barrientos, qui a reconstruit des séries très très longues climatiques parce que les sources de procession à Barcelone débutent dès les XIIIe, XIVe siècles et ils ne s'interrompent que dans les années 1930. Si l'on reprend celle de Sainte-Geneviève à Paris, eh bien vous pouvez constater là, sur ce diagramme à secteur que la météorologie compte tout de même pour 40%. C'est donc là aussi un indicateur objectif et très utile pour détecter et interpréter le phénomène climatique. Au passage, je vous ai mis en liste de clin d'œil 2 clichés pour vous montrer que ces processions sont toujours pratiquées, tant dans les mondes orthodoxes que catholiques. Vous en avez une donc relativement récente, c'est la fameuse sécheresse 2008. En pays catalan, mais côté français, on est dans le Conflent à cette époque. Cela dit, les musulmans aussi, les imams appellent à la prière et organisent des prières particulières en cas de sécheresse ou d'inondation. C'est vraiment une particularité religieuse classique. Je travaille beaucoup en Asie et notamment au Japon. Les Shinto tiennent des registres de ces manifestations religieuses en lien aux extrêmes notamment. Autre matériel que l'on peut utiliser, je dirais, de manière plus marginale, sont les ex-voto, des représentations picturales. Edouard Barr en a montré quelques-unes qui étaient l'œuvre de peintres britanniques. Là, c'est une forme de piété populaire. On représente des événements sous la forme de petits tableaux pour remercier le bon Dieu, la Vierge, ses saints, etc. Et là encore, comme pour les processions, un nombre non négligeable de ces petits tableaux concerne la chose climatique. Je passe sur les détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ultérieurement. Enfin, le filon parmi tous les filons, c'est la veine administrative, avec, une note ou un bon point supplémentaire dans le cas français, puisque, comme vous le savez tous, notre pays a une tradition bureaucratique très ancienne, très efficace, mais qu'à cela ne tienne, l'Allemagne, la Suisse, les pays anglo-saxons, eux aussi ont produit de l'archive. Ça dépend un petit peu des sources. Vous avez là un panel, vous avez à gauche les registres municipaux de la ville de Genève, à droite un extrait tiré d'une entreprise privée à l'époque qui est la compagnie en charge de la gestion des marais des Fens dans le nord-est, en East Anglia, en Grande-Bretagne, qui a été pour moi un véritable filon. Je l'ai exploité pendant une année entière, une petite merveille avec signalement systématique de tous les événements climatiques, coups de gel, sécheresse, inondations, etc. Et pour vous démontrer quand même l'ancienneté du phénomène, à droite, en bas à droite, vous avez un registre fiscal. On ne néglige rien. Je parlais de chasseurs-cueilleurs quand j'évoquais le travail de l'historien du climat. On va aller traîner ses guêtres dans ce type d'archives comptables qui signale dans le cas de Lyon la disparition des contribuables. Et par disparition, entendez disparition physique à la suite d'une vague de chaleur et d'une sécheresse majeure en 1481. Et c'est ce qui est signalé ici. On nous dit qu'un tel est mort à cause de la chaleur, à cause de la soif, etc., etc. Et enfin, à gauche, quand on travaille sur les tempêtes, vous avez les registres produits par les administrations forestières. Celui-ci est en allemand, on est en Alsace. Et le forestier de l'époque explique que sa forêt a été endommagée à cause des windfalls, des chutes d'arbres, ce qu'on appellerait en bon français et en foresterie française, les chablis. Les éco-documents désignent donc tout ce qui est archives privées, les livres intimes, les journaux, etc. Et c'est un phénomène qui va prendre de l'ampleur à compter du XVIIIe siècle avec le développement des bourgeoisies urbaines.
On va avoir un véritable engouement pour la chose météorologique pour plusieurs raisons, culturelles, intellectuelles, c'est un marqueur social, mais également à des fins économiques. J'ai parlé d'élites, élites urbaines. Ces élites sont impliquées dans le monde économique et on se rend compte que disposer de données météorologiques, c'est aussi un atout pour gérer des affaires. Et là, vous avez plusieurs exemples. Un hautbro britannique de la région de Peterborough, dans le nord-est de l'Angleterre, une merveille, un très gros registre qui est déposé au Met Office et qui couvre toute la période comprise, grosso modo, entre 1750 et les années 1790-1800. Notre homme décrit sur la page de droite le temps qu'il fait, le phénomène, et à gauche réalise des relevés météorologiques, au sens météorologique contemporain du terme. De même, en bas à gauche, il s'agit d'un marchand, d'un négociant rochelais d'origine allemande, Lambert, qui couvre sensiblement la même période et qui observe absolument tout en utilisant donc un thermomètre, alors lui, de Réaumur pour la même époque. Enfin, autre exemple, moins instrumental, qui est celui donc d'un simple paysan, ce qu'on appelle un page, en pays catalan, c'est un paysan riche, qui décrit un aiguat, ce qu'on appellerait aujourd'hui en météorologie un phénomène méditerranéen. Enfin, je les ai évoqués au début de mon intervention, vous avez les archives scientifiques, non négligeables elles aussi, parce qu'à partir du XVIIIe siècle, commencent à se créer des sociétés, des groupements scientifiques un petit peu partout en Europe qui vont pratiquer une étude de la météorologie de manière instrumentale avec le développement et la démocratisation d'un certain nombre d'outils comme le thermomètre, le baromètre, etc. Avec quelques exemples parmi d'autres, la Société Vic d'Azir, Société royale de médecine, dont le fonds est déposé aujourd'hui à l'Académie nationale de médecine, la Société de Mannheim en haut à droite qui rédige tout en latin, bien qu'elle soit installée dans le monde germanique, et en bas à gauche, les travaux, les observations, bien évidemment, de l'Académie royale des sciences, l'actuelle Académie nationale des sciences, qui réalise ces observations à l'époque à l'Observatoire de Paris. La presse n'est pas en reste, elle prend de l'ampleur au XVIIIe siècle et elle va prendre l'habitude, à compter de cette période, de publier des pages consacrées à la situation météorologique. Vous avez au choix ici un état des hauteurs de la Seine. Dans le Cambridge Chronicle and Journal, vous avez donc des indications sur l'état des récoltes et l'impact de la météorologie sur ces mêmes récoltes. Le Wiener Zeitung, merveilleux, notamment pour étudier les effets du Laki au cours de l'hiver 1784. Interrogeons maintenant sur ce que reconstruit exactement l'historien du climat. Eh bien, je dirais prioritairement des bases de données. Vous avez vu, il consulte un matériel donc absolument colossal. Il extrait des données et ensuite il faut les classer, créer des bases de données. Vous avez un exemple ici d'une base de données appelée Historisk, qui a été cofinancée à l'époque par le ministère de la Transition écologique et solidaire, dans lesquelles vous avez toutes les références, la source, l'événement décrit. Elles sont importantes, ces données, parce qu'elles permettent à d'autres collègues non-historiens, à tout moment, de consulter les sources, éventuellement de réinterpréter nos résultats, etc., ce qui est une très bonne chose pour la science. Alors, on reconstruit, nous les historiens, prioritairement des fluctuations longues. Vous avez un exemple ici, une tentative pour essayer de montrer la corrélation ou pas entre les températures et la mortalité à partir des registres paroissiaux de Créteil pour une période comprise entre 1625 et 1905. Autre exemple, mais je n'insisterai pas parce que d'autres en parleront beaucoup mieux que moi, c'est bien évidemment la reconstruction de séries de températures très longues à partir des bases de données à droite que l'on réinjecte pour le traitement statistique, donc sous la forme de graphiques. Mais plus encore, je dirais que l'historien du climat est un véritable atout dans une équipe, notamment interdisciplinaire, pour l'étude des événements extrêmes. Un exemple parmi d'autres ici, celui de la submersion dans le détroit de Bristol en 1607. Ces événements extrêmes, que l'on appelait à l'époque plutôt les dérangements du temps, les monstruosités du temps, sont les expressions consacrées dans les archives, sont parfaitement signalés, documentés dans les archives à compter des XIIIe, XIVe siècles.
Voici un exemple de reconstruction dans le cadre d'études réalisées pour EDF ou l'IRSN. On va retrouver très très facilement, quand je dis facilement, ça implique 1 an, 2 ans de travail, de dépouillement de sources d'archives, mais c'est relativement facile, des séries longues de sécheresse, de vagues de chaleur en durée. Alors, vous allez me dire comment sont calculés les jours. À partir des processions et d'autres observations réalisées à l'époque par des paysans, par des bourgeois, par des nobles, justement dans ce qu'on appelle les égodocuments, on va pouvoir calculer des périodes de retour, sachant quand même qu'on se situe ici majoritairement dans le petit âge glaciaire, donc il n'est pas dépourvu d'événements secs, loin s'en faut, comme vous pouvez le constater. Et puis reconstruire des événements phares. Un parmi d'autres, vous avez tous entendu parler du fameux Grand Hiver 1709. Eh bien, en croisant les données instrumentales dont on dispose dès la fin du XVIIe siècle, avec des sources écrites, des témoignages, des documents administratifs, on peut reconstruire au jour le jour le scénario météorologique d'une crise majeure. C'est ce que vous avez représenté donc dans le graphique de gauche, avec les jours de pluie, les jours de neige, la courbe rouge des températures, grâce au relevé de l'Observatoire de Paris, et puis la durée de la vague de froid, signalée surtout dans les archives administratives de la ville de Paris par l'embâcle de la Seine. Et plus étonnant aussi, l'impact humain. Or, quand on regarde dans le détail les dates des décès et les pics de décès, en 1709, on n'est pas mort à cause du froid, on est mort à cause des conséquences du froid et de l'humidité qui en a résulté, et c'est-à-dire qu'on meurt surtout à partir de l'été et de septembre. Toujours ce problème de soudure, la récolte est dévastée dans le courant du printemps, l'hiver officiellement est passé, météorologiquement parlant, mais les sols sont gorgés d'eau du fait de la fonte des neiges, la glace, etc. La récolte est donc manquée, et à partir des mois de juin, juillet, les gens meurent massivement. Donc on a une signature démographique qui intervient en décalé par rapport à l'événement lui-même. Deuxième événement, alors majeur, je ne résiste pas, il a été signalé, c'est bien évidemment la Révolution française. Alors, mes collègues anglo-saxons, historiens, climatologues, veulent à tout prix justifier donc, la Révolution française par l'éruption du Laki. Ça revient en boucle, je le sais, parce que quand les journalistes m'interrogent, on me dit alors, est-ce que vous êtes d'accord avec vos collègues anglo-saxons qui affirment que le Laki a provoqué la Révolution française? Non, Laki n'a pas eu de conséquences directes sur la Révolution française. Ce qui ne signifie pas que la météorologie ou le climat n'ait pas joué un rôle important, même s'il n'y a pas de monocausalité climatique dans le cas de la Révolution. Mais là encore, la reconstruction au jour le jour, parce que les données disponibles nous le permettent, montre qu'on a joué une malchance sur le plan météorologique. 1 an avant la Révolution française, en juillet 1788, un orage dévaste les greniers à blé d'Île-de-France, de Normandie, etc. On est donc dans une situation d'étiage céréalier dès la fin 88. Deuxième chose, et ça sont les observations de l'époque, la Seine est au plus bas. Ça se double d'une sécheresse carabinée. Et en novembre, on explique que les bateaux de ravitaillement de Paris, parce que tous les pondéreux, blé, bois, etc., ravitaillent Paris, sont acheminés à Paris par bateau. Or, la Seine ne permet plus cette navigation. On a donc un marché de plus en plus tendu. Vous croisez ça avec les prix du pain, que l'on retrouve dans un journal d'un libraire parisien qui était installé sur l'île de la Cité à cette époque. Et on voit très bien la corrélation entre les décès, l'augmentation des prix et un certain nombre d'événements purement révolutionnaires, la fraternisation du peuple et des gardes françaises, c'était la garde royale, les gardes françaises, les attaques de boulangerie, quand le pain passe à 18 sols, etc. La marche des femmes sur Versailles correspond à une période de cherté, comme disait Emmanuel Leroy-Ladurie, donc de flambée des prix du pain. D'ailleurs, rappelez-vous du proverbe, on ne sait pas s'il est vrai, mais ils partent à Versailles en disant « on va ramener le boulanger, la boulangère et le petit mitron ». Oui, cette courbe, cet histogramme tend à démontrer donc, que ça correspondait bien à une réalité sociale. Or, j'en finirai par cet aspect. Quelles sont donc les conditions pour pratiquer cette histoire du climat? Eh bien, ça passe par la pratique de l'inter. Alors, l'inter quoi? En premier lieu, l'interdisciplinarité, une interdisciplinarité bien comprise et équilibrée entre les différentes disciplines. J'irai très rapidement en citant simplement quelques
exemples de projets. Le premier, et historiquement, il a une grande importance parce que c'est le projet qui permet d'impliquer Emmanuel Aura-Ladurie définitivement et officiellement dans la voie de l'histoire du climat. C'est bien évidemment le projet en histoire phénologique de l'ANR Ophélie, qui regroupait donc une brochette d'historiens, de climatologues, de phénologues, de l'INRA, du LSCE, etc. Et les deux historiens que nous étions, Emmanuel et moi. Et ce fut pour nous deux, d'ailleurs, le début de l'aventure en matière d'histoire climatique et de l'aventure interdisciplinaire dont je ne me suis jamais lassé depuis. Alors, quel est l'intérêt de mettre des historiens, des phénologues et des climatologues? Dans le cadre de cette série, c'était une série parmi toutes celles qu'on avait étudiées à l'époque, celle de Besançon, eh bien, les données historiques contextualisées montraient qu'environ un quart des dates de bande vendange n'avaient absolument rien à voir avec la météorologie, le climat, mais étaient des dates que je qualifierais d'anthropiques, liées au passage des troupes, à l'arrivée de la peste, au changement de goût. L'aspect culturel est très important au XVIIIe. La bonne bourgeoisie urbaine souhaite des vins plus matures. On a donc aussi un décalage. Et dernier point, je me souviens des marches. Mes collègues là, repéraient des marches de 15 jours, etc. Ça pouvait correspondre dans certains cas au changement de cépage. Donc l'histoire apporte un éclairage intéressant pour affiner, corriger des séries longues de bandes vendanges, par exemple. Autre aspect qui est toujours en cours, enfin qui prend fin, mais qui est officiellement encore en cours, c'est l'ANR Quasimodo, qui étudie donc le rôle, à partir donc, des bois sauvés de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à la fois l'évolution de la sylviculture et du climat pendant ce qu'on appelle le petit optimum médiéval. Alors voilà une reconstruction faite par l'historien à partir des chroniques, des annales et des archives du chapitre cathédrale de Paris, des documents qui permettent non pas de reconstruire les fluctuations longues, mais au moins les périodes d'extrême, d'événements majeurs qui ont pu émailler donc cette période. Au passage, on est en petit optimum médiéval, on note que les bleus, c'est-à-dire les hivers exceptionnels, sont finalement assez marginaux, de même que les pluies. En revanche, tout ce qui est jaune, orangé, donc vagues de chaleur, sécheresse, etc., marque très régulièrement cette période de temps comprise entre la fin du XIIe siècle et le début du XIVe siècle, 1317 correspondant officiellement au début du petit âge glaciaire. Troisième tentative, on parlait du laquis, Édouard parlait du laquis. Ben voilà un exemple avec une équipe du LSCE, chimistes, climatologues. On a reconstruit l'évolution du fameux brouillard du laquis, puisque là encore, toutes mes sociétés météorologiques du XVIIIe siècle repèrent et signalent l'apparition de ces brouillards, l'odeur qui y règne, etc. Et de la sorte, nous avons pu reconstruire le déplacement jour après jour des masses atmosphériques et surtout du nuage de dioxyde de soufre au cours de la période, grosso modo, de juin à décembre 1784. Enfin, dernier inter, je vous ai promis, je vous ai dit que la méthode consistait à pratiquer l'inter. C'est l'international, bien évidemment, mais mes collègues climatologues en feront une plus belle démonstration que moi. Quel intérêt pour nous, historiens? C'est d'élargir un petit peu nos horizons, de ne pas créer d'épiphénomènes, considérant qu'il y a une particularité française, ou au contraire, qu'il y a bien, dans certains cas, des épiphénomènes purement nationaux. C'est donc la reconstruction, dans le cadre de projets européens, de phénomènes dans la longue durée, avec une échelle spatiale très petite, c'est-à-dire des territoires plus vastes, ce qu'Édouard Barre appelait l'échelle régionale, ici l'Europe, de sécheresse, projet Drought, ou encore le risque de submersion après Xynthia. L'Europe a lancé donc plusieurs projets consacrés à l'étude des submersions et la reconstruction de séries longues et de calculs statistiques assez poussés par des océanographes, hydrologues, etc. Dans ce cas précis, il s'agissait de collègues hollandais de Wageningen. Donc en guise de conclusion, cette histoire du climat, que nous apporte-t-elle? Première chose, une histoire donc des fluctuations, mais je dirais que cette histoire des fluctuations n'a de sens que dans un cadre interdisciplinaire, c'est-à-dire que nous, historiens, ne pouvons pas les étudier sans les méthodes statistiques propres à nos collègues des sciences exactes,
c'est indiscutable. Cette approche historique a l'avantage aussi d'éviter une photographie à un instant T. On a des périodes longues, on peut les comparer, et éviter de surinterpréter. Deuxième point, l'approche historique, j'en ai peu parlé ici, j'aurais pu le faire, mais il faut faire des choix, c'est retrouver ce que j'appelle les racines profondes de la vulnérabilité, parce que ces documents historiques nous montrent comment les populations faisaient face à ces événements climatiques, soit de longue durée, soit extrêmes, sur des périodes de temps plus courtes, notamment en matière d'adaptation. Et je pense qu'on peut épuiser quantité de retours d'expérience dans la perspective des réflexions qui fusent un petit peu partout maintenant depuis une dizaine, vingtaine d'années en matière donc de stratégie, comme l'on dit au ministère, stratégie d'adaptation de nos communautés. Enfin, pour être prêt, pour lutter contre la rupture mémorielle, c'est de dire que c'est un événement totalement inédit, on n'a jamais vu ça. Bien souvent, les décideurs, quand ils utilisent cette expression, l'utilisent parce que c'est un moyen finalement de se dédouaner, de ne pas remettre en cause ce qui a été fait précédemment. Je vous renvoie aux dernières inondations à Valence. Peu de gens ont signalé, quelques géographes espagnols ont signalé quand même que le secteur avait été intensément urbanisé depuis les années 70, 1980, et que si on ne l'avait pas fait, on aurait eu beaucoup moins de morts. L'inondation serait produite, les extrêmes au sens instrumentaux du terme seraient bien là, toujours là, mais l'impact humain serait forcément moindre. Enfin, pour confirmer, invalider certains modèles, je vais montrer ce qu'on avait pu faire pour les bancs de vendanges. Et pour terminer, quel est l'avenir de cette histoire du climat? Je dirais qu'elle est rentrée dans les mœurs scientifiques, indiscutablement. En France, elle reste encore très marginalisée, comme à l'époque d'Emmanuel Leroy-Ladurie. J'ai personnellement dirigé aujourd'hui 7 ou 8 thèses en histoire climatique. Aucun de mes étudiants n'a pu espérer déboucher dans le domaine universitaire, tout simplement parce que jamais la section des historiens ne créera un poste de professeur d'histoire du climat. Donc on produit des thésards qui sont recherchés, mais pas par l'université, c'est un paradoxe, généralement par les compagnies d'assurance, par les collectivités locales, et tous mes thésards finissent par se caser, passez-moi l'expression, facilement, parfois dans de très bonnes conditions sur le plan financier, mais jamais dans un cadre académique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.